parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, mesdames et messieurs, en ce mercredi matin, 11 novembre 2020. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but évidemment qu'on s'est fixé à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Kania. Vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence à Bokeh. Vous nous écoutez en forêt à Lola sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Fraternité FM du côté de Mamou. Là, vous nous écoutez sur 95. Si vous êtes du côté de Farana, évidemment, là, vous nous écoutez sur Bambou FM, mesdames et messieurs. Plusieurs mots s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il faut composer, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace avec toute l'équipe. Bienvenue, bonjour Moussa Mouissila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, bonjour Ruby, bonjour. Mais bon mélange de tissus, Madame Yoro. Il fallait y toucher quand même, c'est dingue. C'est ça, du lépi comme avec, si c'est la première fois qu'il voit un mélange de tissus forestiers. La Guinée est une famille. La Guinée est une famille dans la bouche et dans l'accoutrement. Bonjour Jacques Léwanino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Il est terrible ce Roby, hein. Sincèrement il est terrible. Voilà, allez. Pourquoi t'en parles autant? Non, mais parce que c'est joli, j'ai apprécié, mais malheureusement c'est emblématique normalement de ce que devrait être notre pays. Vous avez vu les mélanges de couleurs et la texture, c'est très joli, mais malheureusement on ne peut le faire que dans l'accoutrement et dans la bouche. C'est pas possible. Il fallait qu'il mette du Roby là-dedans. Il fallait mettre du Roby là-dedans. Il y a quelque chose Lamine quand même qui se passe. Et j'ai attiré l'attention j'en parlais en off avec Jacques, j'ai attiré l'attention du ministère de l'éducation nationale sur ce qui se passe au niveau de l'INERAP. C'est de la grosse magouille là. Il y a un service examen qui est installé là. Les bacheliers, les tout nouveaux, viennent retirer leur diplôme à ce niveau. Et il se passe quelque chose depuis 2 ou 3 jours. Parce que j'attendais d'avoir la preuve, une vidéo au moins à l'appui. Et vous avez des diplômes qui sont donnés aux bacheliers sur lesquels il est apposé des timbres. Un timbre pour authentifier le document, dire vraiment que c'est un document original. Certifié. Oui. Le timbre, il est marqué dessus 2000 francs guinéens. 2000 francs guinéens. Oui. D'accord. Vous devez payer, non pas 2000, mais vous payez 5000 pour prendre le diplôme. Vous savez, vous allez à l'école du primaire jusqu'au bac, vous faites le bac, et après, à la fin, on fait de vous un illettré. On fait de vous quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne connaît absolument rien. Comment, sur un document, sur un timbre où c'est noté 2000, vous pouvez exiger que des bacheliers payent 5000? Ça doit cesser. Ça n'a pas commencé maintenant. C'est une pratique honteuse qui est l'expression de la corruption à ciel ouvert dans notre pays. Et quand on veut mettre fin à de mauvaises habitudes, quand on veut couper quelque chose dans ce pays, il faut commencer par couper ça. Il faut commencer par couper cela, parce que ce n'est pas normal. Ce sont la plupart du temps des bacheliers qui sont de familles très pauvres, qui ont passé des nuits blanches à réviser, qui sont... c'est un fan de déflatés. Exact, bon, déflatés, d'accord, la mine, mais qui vivent dans des familles où la marmite chôme quotidiennement. Alors, quand ces personnes réussissent à décrocher cela, c'est noté 2000. Respect. Mais moi, je sais pas comment ça se passe, mais dans de telles situations, vous créez un scandale. Je comprends leur position, ils peuvent avoir peur, ce sont de nouveaux, ils vont juste laisser le bleu blanc et aller à l'université, donc ils veulent pas de problème. Mais en même temps, c'est révoltant. Il faut que cela prenne fin. Je sais qu'on nous écoute puisque j'ai attiré l'attention à ce sujet. Il faut que ça prenne fin parce que c'est une honte. Le nouveau ministre qui est à la tête de ce département, je connais sa probité morale sur ce genre de questions. Je sais qu'il va agir et il faudrait qu'il agisse maintenant. Et tous ceux qui ont reçu ces 5000 francs, retournez la monnaie aux bacheliers. Les 3000 francs. Exactement, les 3000 francs. Ça fait 2-3 Tous ceux qui sont partis prendre leur diplôme à l'INRAP, si vous m'entendez, vous avez payé 5000 francs, allez-y demander la monnaie qu'on vous remette les 3000 francs.
ça les peut faire petites coupures, est-ce que ça existe même maintenant, Moussa Moïse? C'est l'argument qui est placé, il n'y a pas de monnaie. Ok, ben voilà. Il y a quand même 3 000, ça existe. Il y a même un billet de 2 000. Sauf que... Lamine, est-ce qu'il connaît l'existence des nouveaux billets de 2 000? Il ne connaît pas. Non, pas du tout. Voilà, tu as vu, il n'utilise pas la Vous savez, il y a des billets de 2 000 maintenant. Vous ajoutez le billet de 1 000 francs, ça fait 3 000. C'est un pacha. Et le billet de 2 000 a une couleur verte. Il est friqué, justement. Ce que je veux dire, c'est que la grande corruption, tout comme la petite corruption, ça s'appelle de la corruption tout simplement. Tout simplement. Il faut y mettre fin. Voilà, Madame Yoro, ça vous inspire quoi tout ça? Et quand vous acceptez, par exemple, de jouer à cette pratique, vous êtes complice de ce qui se passe. Ouais. Parce qu'officiellement, il y a un prix. C'est comme pour tous les documents légaux, Lamine, dans ce pays. Quand vous voulez acquérir un document légal, notamment une pièce d'identité, le passeport et autres, normalement, il y a un montant qui est fixé, mais il y a des montants qu'on exige des personnes. Par exemple, on suppose que si vous êtes pressé, il y a des raccourcis que vous pouvez prendre pour voir une personne qui est bien introduite quelque part pour vous permettre d'avoir rapidement le document que vous voulez. Ouais. Quelquefois, je me dis qu'on est complice de ce qui se passe. On est des complices passifs parce que nous savons que c'est pas normal, mais nous le faisons quand même. Je pense que avec les étudiants, Tu peux rien, Madame Yoro. Lamine a des choses. Moussa a décrit quelque chose de payer. très important. Il y a des gens pour se déplacer, pour payer le transport, aller à l'INRAP. C'est quelque chose pour eux. Ils ont du mal à le faire. Mais même si vous leur demandez d'aller reprendre 2 000, ils vont s'asseoir et se mettre à calculer. Si je dois répartir là-bas, combien je vais payer? Je n'ai même pas tout ça. Non, mais c'est dingue, hein? Non, écoutez, endiguer la corruption dans un pays commence par de petites choses de ce genre. Vous vous dites que c'est petit, mais c'est pourtant ça la réalité. C'est le prix officiel multiplié par exemple, ça comme on fait appelle 194 655 000 francs guinéens. C'est pas petit, hein? On a au moins 38 931 admis cette année au bac. Vous multipliez par 5 000 francs, ça veut dire que le mec il s'empoche 194 il n'est pas seul, millions. c'est tout un groupe. Et c'est comme cela que ça se passe dans notre pays. Mais c'est dommage, vraiment. À 3 000, sinon 5 000, ça peut vous donner banalement plus d'1 milliard. Hein? Oui, non, je crois pas. Il faut bien calculer. Non, il a calculé les 3 000 qu'on pourrait éventuellement. Les 2 000 plutôt. Ils sont officiellement marqués sur le timbre. Parce que sur le timbre, c'est marqué 2 000 francs. Multipliez ces 2 000 par le nombre de bacheliers, des gens qui ont eu le bac cette année, ce que ça va faire. Ouais. Allez-y, mon cher Roby. C'est beaucoup de thunes. Ouais. Mais après, c'est une corruption qui existe. Moi, je connais des amis. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que pendant la période de campagne, j'ai des amis, j'ai des amis et des jeunes frères à des amis à moi qui sont allés chercher leur diplôme, puisqu'il y en a qui avaient postulé pour aller continuer l'université dans les pays limitrophes comme le Sénégal, comme le Mali, d'autres au Maroc, d'autres voulaient participer à Campus France. Ils n'ont pas pu, parce que quand ils sont allés à l'INRAP, vous savez qu'est-ce qu'on leur a dit? Non. Le directeur n'est pas là, il est allé en campagne. Bah oui. Il faut attendre qu'ils reviennent. Ça, ce n'est pas une terrible. nouveauté parce que de toute façon, le pays était arrêté bien avant même le 18. Écoute, on a plusieurs fois rappelé. Le pays est arrêté, ouais. Lui, il a quoi à voir? Il gère les étudiants. Les étudiants, les autres universités dans les pays limitrophes ou dans d'autres pays n'attendent pas que le directeur de l'INRAP de Guinée, ils n'attendent pas que le directeur de l'INRAP de Guinée sorte de sa campagne à l'intérieur du pays et revienne pour pouvoir délivrer les diplômes aux enfants pour que eux ils puissent s'inscrire ou participer. Donc vous détruisez l'avenir des jeunes sous prétexte que vous êtes en campagne, et quand ils reviennent, c'est pour après les rançonner 5 000 francs ou 3 000 francs. Je pense que c'est terrible. Ce pays-là, il est complètement parti en l'envers du point de vue de l'éducation, ça c'est connu. Je pense qu'il faut une véritable réforme dans l'éducation. Et si ça continue comme ça, je crois que c'est un véritable échec pour le ministre actuel, sur qui on avait mis beaucoup d'espoir, mais malheureusement souvent, déconnecté de il n'est pas au courant. Non, ben si, je crois pas. Tout ne revient pas forcément au ministre. Tout ne revient pas forcément au ministre. Il n'est pas informé de certaines situations. Je ne crois pas. Non, on l'a alerté ici par rapport à certaines situations qui se passaient. Il a fallu qu'on l'interpelle dessus pour qu'il sache que cette pratique existait. C'est pour vous dire que quelquefois, vous savez, je vous dis, il n'y a pas un pays où le renseignement est plus diffusé que en Guinée. Il n'y a pas un pays où l'establishment est vers la présidence. Il n'y a pas un pays. Il n'y a pas un pays. C'est différent. Non, vers la présidence ou quoi. Il y a pas. Je vais vous dire un truc. Il n'y a pas un pays où l'establishment est au courant de tout ce qui se passe comme en Guinée. Vous comprenez? Mais malheureusement, le ministre va faire quoi?
La plupart de ces subalternes sont directement nommés par le président, d'autres sont nommés par... Ici seulement que tu vois un directeur qui est nommé par décret. Et le ministre est nommé par décret. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, mais il ne peut rien faire contre son subalterne. Même s'il est au courant de cela, il se dit que je ne peux rien contre lui. Le mec, il a le même document administratif qui nous met à nos postes. Donc, ça veut dire que je n'ai aucune autorité de le renvoyer. Seul le président peut le renvoyer. Et à force d'aller te plaindre chez le président, tu risques toi-même d'y laisser ta peau. Ouais. C'est grave. Allez-y, Jacques Levaleno. Bon, moi, d'abord, il y a une première chose. Je ne sais pas c'est quoi le besoin de rassembler tous les bacheliers à l'IRAP pour leur donner un diplôme. Parce que nous avons tous eu des diplômes de baccalauréat. C'est pour les rançonner, Jacques. Nous n'avons pas eu ces difficultés-là. Les diplômes vous trouvent à proximité. Excuse-moi de placer ça, parce que il y a Facile qui nous signale du côté de Zéro Corée, par exemple, qu'à Conakry, c'est bien parce que 5 000, à Zéro Corée, c'est 30 000 francs. Vous voyez. Donc, nous n'avons pas connu ça. On nous a donné ça. Parce que c'est un droit. Vous avez validé un programme, vous avez étudié le pré-universitaire, vous avez fini avec, on dit le baccalauréat, c'est le tout premier diplôme c'est pas de l'enseignement supérieur, hein, même si vous le recevez au terme de l'enseignement pré-universitaire, mais on vous le donne. Si c'est au niveau de l'IRAP, c'est géré comme ça. C'est comme si on disait, bon, on vous laisse partir, mais quand même payer un peu pour qu'on puisse, n'est-ce pas, nous garder ceci. Je crois que la corruption même a été organisée par là. Le fait de rassembler, soit au niveau des IRE ou au niveau de l'IRAP, pour pouvoir, n'est-ce pas, donner les diplômes. On pouvait, bien entendu, s'organiser avec les directions préfectorales, les directions communales de l'éducation, pour que chacun dans sa commune puisse, n'est-ce pas, obtenir ses diplômes, qui est déjà signé par le service d'examen et concours scolaire. Justement, le service examen là-bas qui est au centre de cette c'est celui qui rassemble tout. Parce que l'INRAP s'occupe d'autres choses. Parce qu'avant, il ne contrôlait pas. Ils sont dans la recherche pédagogique. Et ce n'est pas propre seulement qu'au diplôme. Cette question des thèmes, c'est une question terrible. Il arrive à un moment, vous savez, il y a beaucoup de documents qu'il faut légaliser à travers les thèmes. Vous avez les certificats de naissance, vous avez beaucoup d'autres documents qu'il faut bien évidemment légaliser pour pouvoir les déposer là où il faut si vous êtes à la recherche de quoi que ce soit. Il arrive des moments où on vous dit que ça manque. On crée le manque pour pouvoir monter le prix. Comprenez? Je ne peux pas comprendre comment les timbres puissent manquer. La dernière fois, on a suivi, il y a des jeunes diplômés qui cherchent actuellement à intégrer la police, où on vous dit clairement les frais de dossier c'est 50 000, mais vous arrivez, si vous voulez qu'on prenne rapidement avec tous les dossiers que vous détenez, donc vous donnez 100 000. Il y en a qui payent jusqu'à 150 000 pour qu'on prenne leur dossier. Ce sont quand même des pratiques qui sont partout, et vous n'avez même pas l'assurance qu'en payant cela, vous allez réussir, n'est-ce pas, à ce concours. Il y a des gens qui sont des intermédiaires qui essayent de profiter sur des personnes désespérées, donc des jeunes désespérés. Quand elles arrivent, tout de suite, on leur dit beaucoup de choses pour qu'elles puissent payer de manière à ce qu'eux, ils empochent l'argent. Ça ne va pas dans les caisses de l'État. Et puis, ceux qui ont payé n'obtiendront pas non plus ce pourquoi ils ont payé. En tout cas, pour ces bacheliers, il faut insister là-dessus. Il faut que ça s'arrête. Si on paye ici 5 000 et puis on fait payer à l'intérieur 30 000 francs guinéens, c'est quand même une manne financière importante que des personnes, des voleurs qu'on devrait traquer sont en train de récupérer. Justement. Alors, vous avez essayé de joindre le ministre ou pas du tout, mon cher Moïse? Si, en termes d'alerte. Je l'ai eu avant le studio pour l'informer officiellement. De ce qui est en train de se passer. Il t'a dit qu'il n'est pas au courant. Ce que j'ai pu constater. Vous savez, je lui accorde le bénéfice du doute parce que c'est un ministre qui a pris son bâton de pèlerin pour nettoyer cette grande corruption. C'est pas fini, certes, mais au niveau de l'éducation, on sait le rapport qu'il a produit, le travail formidable qui a été fait. Donc, je pense qu'il ne peut pas tremper dans une histoire de 5 000 francs. Ce que je veux dire par-delà, et si l'État a envie de renflouer ses caisses... L'apparence trompe. Non, moi j'accorde le bénéfice du doute. L'apparence trompe. Jusqu'à ce que... Je comprends très bien ce que le je veux dire. système est trop puissant. Jusqu'à ce que j'ai des preuves intangibles sur le fait que le ministre est lié à cette histoire. Mais en tant que premier responsable du ministère, il est maintenant au courant. Des mesures vont certainement... On a toujours accordé le bénéfice du doute à chaque ministre qui est venu dans ce pays. Mais après, il a bien baigné dans le vol. C'est un principe logique. Mais peut-être on ne peut pas se limiter au ministre de l'Éducation. Il faut penser aussi au ministre de l'Enseignement supérieur. C'est une chaîne. Je suis d'accord. C'est une chaîne. Maintenant, ce qu'il faut faire, si vous avez envie de vendre des timbres
à 5 000 francs, notez 5 000 francs dessus. Ouais. Si vous avez envie de faire 10 000, mettez 10 000 dessus. Non, sauf que si vous mettez 10 000, ils vont vendre à 15 000. Oui, mais en même temps, ceux qui viennent aussi prendre. C'est ça le truc. Vous avez quoi, on dit 30 000. Ben voilà. Ceux qui viennent prendre, vous avez été à l'école quand même jusqu'en terminale. C'est écrit 2 000. On dit mon frère paye 5 000. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu te poses des questions? Non, mais il veut son diplôme, le pauvre. C'est pas normal. La corruption est une institution dans ce pays. Vous le savez, c'est à tous les niveaux. Les gens sont devenus, en fait, résignés. Ils se disent, ils viennent, ils voient 2000, pourtant on demande 5000, ils se disent, mais est-ce que je vais me mettre à revendiquer? Il y a tellement de personnes qui prennent. Pourquoi je ne prendrais pas et me taire aussi? On vous dit tout le monde a fait payer comme ça. Que ce soit dans tous les départements ministériels, vous avez des gens, c'est devenu une institution qui vivent de cela. Ils sont là, des intermédiaires. Ils prennent de l'argent pour vous dire qu'on va vous aider à faire ceci, on va vous aider à faire cela. Et quelquefois, comme Jacques l'a dit, on n'obtient même pas gain de cause, on n'a même pas ce qu'on veut. Mais des gens, même à la présidence, vous vous souvenez de cette dame qu'on a reçue, cette dame entrepreneur qui voulait vraiment, qui avait son projet, qui voulait, quelqu'un lui a fait payer de l'argent, 1 million de francs à la présidence pour soi-disant lui dire qu'il va faire en sorte que le président ait son document pour l'aider à mettre en œuvre son projet. Elle est revenue, elle n'a jamais vu le monsieur. Je pense que vous parlez de Mme Sakou. Voilà. C'est pour vous dire que c'est un cas, c'est des cas qui existent jusqu'à Sékou Touré. C'est une institution. Vous savez, dès qu'on vous nomme à un poste de ministre dans ce pays, avant même que vous asseyez dans le fauteuil à la prise de fonction, vous êtes déjà corrompu. Dès après le décret, 1 heure après, votre cour, votre maison, votre salon est rempli de directeurs, d'inspecteurs, de fonctionnaires de votre département qui viennent et vous êtes riche la même nuit. Vous comprenez? Vous êtes riche la même nuit. Vous vous souvenez de l'histoire de ce ministre qui avait été nommé sous Dadis et qui a été débarqué le lendemain? Non. Rien que la nuit, il a eu 500 millions de francs guinéens. Sans blague. Après, lui, au moins, il s'est dit, bon, au moins une nuit, j'ai eu 500 millions, même si j'ai été débarqué le lendemain. Donc, vous avez vu, donc, dès le début, on vient vous corrompre. On vient vous donner de l'argent, tout le monde. Si vous êtes ministre d'élevage, votre cour est remplie de bétail. Il y a les moutons, il y a les poulets, etc. Vous avez des œufs à foison et tout ça. Vous comprenez? Sans compter l'argent. On est venu vous saluer, monsieur le ministre. Voilà 30 millions, voilà 20 millions, voilà. Donc, la corruption, déjà, commence depuis le lendemain de votre nomination. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer là-dedans? Vous allez baigner là-dedans? Et qu'est-ce que vous allez débarquer ces gens-là? Non, vous ne pouvez pas le faire. Ils vous tiennent déjà à la laisse depuis le décret. Comprenez? Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes emprisonné dans un système, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas dénoncer. Si vous continuez à le faire, ces gens-là sont là depuis très très longtemps, directeurs généraux, secrétaires, etc. Ils connaissent bien la maille les rouages de l'administration. Si vous continuez à vous plaindre, c'est vous qui laissez votre peau. Donc, vous êtes obligé au moins de garder profil bas. Ouais, c'est vrai. Allez-y, Jacques Lewa. Je pense tout simplement que on ne va pas se limiter au discours quand on nous dit on va lutter contre la corruption, les têtes vont tomber. C'est vrai que ce n'est pas pour la première fois que ces discours sont tenus. Connu. Mais la corruption est connue, c'est bien connu. Ceux qui se sont battus pour... D'abord, je ne crois même pas que véritablement on ait lutté contre la corruption avec le président Alpha Condé. Il y a eu des tentatives. Comme il y a d'autres aussi qui raquettent les ministres, ça, il faut le dire. C'est important. Je crois que ce n'est pas fait. Genre, ton poste, tu dois à moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Mais c'est aussi simple que ça, parce que avec ce système, avec le président Alpha Condé, c'est d'abord lui qui a voulu que ça soit comme ça. Je crois que ça n'a pas commencé sous son magistère, mais il n'a pas mis un terme à cela. On a appris ça même sous Conté. Il y a des gens qui fabriquaient des ministres, donc des gens qui voulaient être ministres, qui partaient quelque part pour obtenir, n'est-ce pas, de l'onction. Et après, ils parvenaient, n'est-ce pas, à leur poste de responsabilité. C'est un deal. Mais on ne sait pas. En tout cas, le président de la République n'a pas mis un terme à cela. Au contraire, il l'a encouragé. Il l'a encouragé parce que quand vous voulez être ministre, quand vous voulez être directeur, il ne suffit pas simplement d'avoir une grande expérience. Il ne suffit pas tout simplement d'être intelligent, d'avoir un grand diplôme. Il faut véritablement mouiller le maillot. Et si vous n'avez pas mouillé le maillot, votre niveau intellectuel et ce que vous êtes à même d'apporter pour la nation ne compte pas assez. C'est pourquoi ceux qui arrivent et qui sont nommés ont des parrains dans le système. Donc vous êtes là tant que le parrain là est d'accord. S'il n'est pas d'accord, on peut vous lâcher. Tant que tu partages. Mais c'est ça, le parrain, il faut lui donner un peu. Tant que tu envoies le fruit de ta nomination
comme stipulé dans l'accord entre toi et ton parrain, tant que tu un accord tacite parce que ce n'est jamais écrit. Oh non, c'est pas écrit, c'est un accord tacite, un accord. Malheureusement, c'est plus dangereux qu'un accord écrit. Oui. Parce qu'il faut t'en tenir à cela. Ta survie à ce poste dépend de cet accord verbal. Personne n'est obligé. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne, Madame Miro. Oui, mais personne n'est obligé. Oui, mais non, mais il n'y a pas d'obligation. On ne t'oblige pas. Il se compte sur le bout des doigts, Lamine, mais on a eu des gens qui ont partagé certaines expériences avec nous ici. À cause du refus de se soumettre justement à cette pratique, leurs activités ont été bloquées. On a eu des ministres ici qui nous ont fait des confidences de ce genre. Vous le savez autant que moi. Et c'est juste le fait de dire, par exemple, ils sont obligés, on est obligé. C'est ce qui fait que la pratique se perpétue. Elle continue. Parce que personne n'est justement obligé. Si on veut changer la donne, il faut se soustraire à la pratique. Et s'il y a, par exemple, qu'une seule personne qui se dit oui, je me soustrais à la pratique, telle que on a vu quelques rares personnes, par exemple, qui ont jeté l'éponge ici, le ministre Gassama Diaby, le ministre Cheikh Sako, le ministre Yero Balde, 3 personnes sur combien? C'est encore du boulot à faire. Justement, allez-y, voilà. Parce que quand vous prenez le département de l'énergie, oh là là, mon Dieu, on va réveiller les morts. Allez-y, mon cher Moïse. On peut trouver 1000 excuses pour tremper dans la corruption. Ça existe toujours. Mais pour le cas pour la situation dont nous parlons ce matin, c'est parce que ça touche un secteur névralgique de notre pays que ça mérite d'être mis, donc ce sujet mérite d'être mis sur la place publique. Parce que qui dit éducation parle du lendemain d'une nation, parle du devenir de ses filles, de ses fils. Donc c'est vraiment un secteur qui doit être dépourvu de toutes ces pratiques-là. Maintenant, l'information complémentaire, c'est que ces timbres-là, les gens qui les délivrent sont à côté du service examen logé à l'INRAP. À côté. Ils savent, c'est-à-dire les gens du service examen, savent que ces timbres sont délivrés par le trésor communal de Dixine, puisque ça se fait du côté de Dixine. Ils savent que c'est noté 2000 francs dessus. Le trésor communal, ces agents qui sont là-bas, vendent aux différents bacheliers à 5000. Et c'est accepté comme ça. Quand c'est fait de cette façon, c'est pas dénoncé par le service examen, c'est à leurs yeux, c'est à leur, au nez et à leur nez, à leur barbe que ça se déroule. Je pense que c'est qui ne dit mot consent. Le service veut dire qu'il n'est pas responsable de ce qui se passe. Exactement. Pourtant, non. Là, ça devient une sorte de... Une complicité. Voilà, c'est connu. Donc, je pense que l'essentiel, maintenant, aujourd'hui, c'est de mettre fin à cette pratique-là. Et c'est plusieurs générations qui ont été sacrifiées comme ça. Vous allez demander à n'importe qui a retiré son diplôme de bac l'année dernière ou avant, ou il y a 5 ans, il vous dira, moi j'ai payé tel montant. Alors que c'est pas ce qui est écrit sur le timbre. Il faut que ça prenne fin parce que c'est une forme de corruption à ciel ouvert. Bien. Bienvenue chez les grandes gueules. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV, désormais en direct. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir, sur le coup de 10 heures. Nous allons prendre évidemment en compte vos messages dans cette émission. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera politique, entre autres. Notre invité ce matin, mesdames et messieurs, n'est autre que M. Aboubacar Souma. Il est le président donc de GDE, Guinée pour le développement. Il est l'invité ce matin, évidemment, chez les GG. Puis on parlera aussi de ces troubles sociopolitiques, entre autres, on s'intéressera, si tout va bien, évidemment aussi à cet autre sujet qui veut bien Jacques Lewaleno. La Guinée donc condamnée à payer 4,5 milliards de francs guinéens aux victimes des tueries de Zogota en Zérékoré. La Cour de justice de la CEDEAO donc qui a statué sur cette affaire depuis 2018 déclare l'État guinéen coupable, entre autres. Vous l'avez forcément suivi hier dans le journal de 22h avec Moussa Moïsila. On en reviendra encore une fois de plus ce matin
Général. Je suis avec M. Pépé Antoine Lama, avocat des victimes donc de Zogota. Il sera avec nous dans cette émission. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. C'est une exclusivité Radio Espace Adafo Média, mon cher Moïse. Hier, à Yimbaya, Mandouaya, c'est bien ça. Donc on a découvert une voiture, mon cher Moussa Moïse Silla, avec évidemment cette alerte donnée. Si tout va bien, on va voir les images à la télévision. Peut-être déjà, je ne veux pas dire prévenu, mais bon, on se rappelle bien quand il y avait les élections au mois de mars en Guinée, on a vu ce qui s'est passé du côté de Dixine, dans cette station de service où on disait c'était les terroristes qui sont venus mettre, cette voiture dans une station de service. Donc, si ça se passe dans les quartiers, on se dit, il y a quelque chose qui cloche, mon cher Moïse. Il y a quelque chose qui cloche et ça fait toujours, ça rajoute à l'angoisse, à la psychose dans la cité, lorsque presque quotidiennement on nous montre à la télévision nationale Mandaouia, voilà, c'est ça, Mandaouia, la télévision nationale, des saisies d'armes, souvent d'armes de guerre, ça peut être aussi des armes de chasse, des armes blanches qui sont présentées. Cela en rajoute à la psychose, à l'angoisse qu'il y a déjà. Effectivement. La mine, lorsque vous sortez, que vous regardez un petit peu la température que la voiture était là depuis quelques jours, depuis 5 jours. Voilà. Donc vous sentez qu'il y a de l'inquiétude. On se pose des questions sur ce que le lendemain sera fait. Le travail que les services de sécurité font, moi je ne remets pas en cause le travail d'enquête sur le terrain, parce que c'est une longue procédure, ce sont des renseignements qui prennent souvent beaucoup de temps, et les agents qui le font, qui ne sont pas en tenue, prennent également beaucoup de risques. Ils sont obligés de passer par beaucoup de manières pour avoir ces informations-là. Tout ce qui touche donc à la sûreté nationale, qui touche à la sécurité des citoyens, qui touche à leur vie et à leurs biens, je pense qu'il faut prendre tout cela avec beaucoup de sérieux. Ce qui est déplorable, c'est quand on veut utiliser cela à des fins de manipulation politique, en faisant de cela une sorte de frayeur, de trophée en même temps. On brandit cela comme étant un torchon rouge. Quand un travail sérieux est mené et qu'on arrive à une telle découverte, je pense que il est important de dire de façon assez tangible, avec des preuves, ceux qui sont derrière cela. Une voiture dans un quartier rempli d'armes, je pense que c'est extraordinaire. C'est comme cette image. En temps normal, on doit avoir l'image à la télévision, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà, allez-y. C'est comme ces deux hommes qui ont été pris en moto, en train de partir à Kindia, tenue militaire, en tenue militaire, armé, l'autre vêtu de la tenue des bérets rouges, et qui a été arrêté comme ça lors d'un contrôle banal. Et il n'est ni de l'armée, il n'est ni d'une sécurité quelconque. Il a une arme de guerre, il a toutes les tenues, il est mieux équipé, mieux habillé que certains militaires qui sont officiellement enregistrés dans les rangs de l'armée guinéenne. Ça veut dire que la lutte contre la criminalité, c'est vraiment une question qui doit être une priorité au niveau des services de sécurité. Comment ces personnes arrivent à entrer en possession d'une arme de guerre, celle que ce monsieur détenait sur la moto? C'est pas au marché Madina qu'on l'achète. Ce n'est pas au marché Madina qu'on l'achète. Est-ce que les armes que nous détenons dans notre pays, comme ça se passe dans les pays où il y a un tout petit peu de contrôle, est-ce que ces armes sont répertoriées? Est-ce qu'il y a des numéros? Est-ce qu'il y a des attributions? Est-ce qu'il y a des noms? Parce que l'État quand même qui importe, on me dira oui, la Guinée, il y a eu l'agression rebelle, il y a eu des guerres dans la sous-région, circulation des armes légères et tout cela. Mais non. Vous vous rappelez du combat qui avait été mené par Feu Sorel, Seriba Sorel, ou bien c'était Resco, c'était bien Sorel. Armes contre des sacs de riz. Contre des sacs de riz ou un pneu. Voilà, vous avez vu des armes qui sortaient des quartiers comme si c'était des cacahuètes. Je pense qu'il faut beaucoup de sérieux dans ce domaine-là. Il y a des agents de la DPJ, notamment la BRB, qui fait un travail formidable avec le colonel à la tête de la BRB. Il faut que ce travail puisse être continué et que ce soit encouragé. Et que les résultats soient utilisés pour que la justice soit rendue pour le peuple de Guinée. Voilà, c'est bien dit, mon cher Moïse. Si vous le voulez bien, on va essayer d'écouter ce citoyen qui va intervenir dans un instant. C'est Abdoulaye Bangoura qui va intervenir, que nous allons appeler évidemment Madame Yoro. On a eu cette information tard hier la nuit, évidemment, parce que j'ai été alerté à dire cette découverte du côté de Yimbaya. Paraît-il que la voiture était là depuis plus de 5 jours et les gendarmes sont venus évidemment pour essayer de dynamiter la voiture. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ça vous inspire quoi tout ça? La question, on peut se poser
poser mille et une questions. Comment la voiture est arrivée là, qui a mis les armes là-dedans. Maintenant, il faut des enquêtes pour le savoir, parce que vous le savez, dans ce pays, pratiquement... Les grandes gueules. Tout peut se passer. Vous voyez des gens en uniforme qui ne sont pas forcément des agents des services de sécurité. On le voit le plus souvent. Tout cela est dû à une certaine porosité au niveau de ces différents services-là. N'importe qui peut s'y introduire. Tout comme, évidemment, il y a eu des failles parce qu'on a formé des gens à un moment donné. On les a très bien formés au maniement des armes, à tout ce que vous savez, pour quelqu'un qui devrait porter une tenue militaire. Après, ces gens n'ont pas été recrutés. À part ça, vous avez des gens... Le contrôle, effectivement, ne se fait pas. Parce que vous voyez des gens qui font des attaques à main armée dans notre pays. Je me demande où est-ce qu'ils prennent ces armes-là. Où est-ce qu'ils prennent ces armes? Comment réussissent-ils à se procurer? Parce que, quel que soit ce qui se passe, nous savons que ça se fait dans tous les pays du monde. Mais généralement, les armes, on sait que c'est pas un citoyen lambda ne devrait pas les avoir. Un bandit de grand chemin ne peut pas les avoir si ce n'est avec la complicité des gens qui sont disposés, qui sont autorisés à avoir ces armes-là. Moi, je me pose autant de questions que possible sur qui pourrait être à l'origine de ce véhicule laissé là. On le voit à l'instant à l'image, évidemment, cette voiture noire, Ford, c'est bien cela, mon cher Moïse. Voilà, avec la complicité d'Espace TV. Nous allons partir sur le terrain, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Abdoulaye Bangoura, en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Bangoura, bonjour. Bonjour, monsieur. Expliquez-nous un tout petit peu comment ce véhicule a été découvert par les agents de la gendarmerie nationale et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Merci beaucoup. Merci l'espace, la radio que j'aime autant. Cette voiture a échappé à la vigilance de tout le monde. Je suis l'un des citoyens de ce quartier qui est tout le temps avec la jeunesse. Je suis le président de la jeunesse ici. Donc, pas avant le samedi passé, les enfants m'ont fait savoir qu'ils veulent jouer sur le terrain même. Il y a une voiture qui les empêche. Comme la voiture est garée là, nous avons à côté de nos deux garages. On a dépêché les enfants d'aller demander dans ces deux garages si ce sont eux qui sont venus garer la voiture, de tout faire pour pouvoir la remorquer. Car c'est le seul espace que la jeunesse a ici pour pouvoir jouer. Donc ces deux garages, tous les deux chefs de garage ont estimé que ce n'était pas pour leurs clients. On a demandé aux voisins presque toutes les concessions qui sont là. On a demandé un peu partout. On ne trouve pas l'intéressé. Bon, hier maintenant le matin, j'étais assis avec l'un des sages de notre quartier qui est le conseil de notre mosquée, la jeunesse Bangoura. Je lui ai fait savoir que vraiment c'est inquiétant vu ce qui s'est passé à Sangaredi. On ne peut pas laisser cette voiture garée ici comme ça, bras croisés. Même si la voiture n'est pas en bon état. Mais pourquoi l'intéressé n'a pas pu confier cette voiture, même à une seule personne? Il ne reste qu'une seule personne, confier la voiture à cette personne. Et personne n'en sait quelque chose. J'ai dit, bon, c'est inquiétant. Je veux qu'on appelle le chef-secteur pour pouvoir lui expliquer ça, pour qu'on informe l'autorité supérieure qu'on vienne à raisonner cette voiture. Juste, je parlais à peine, il y a notre ami qui est venu, qui est gendarme d'ailleurs au DPG, qui est M. Condé Sekoumar, qui est le chef des cellules chargé à la documentation là-bas, qui est venu directement, qui s'est mis sur pied. Il a informé l'autorité compétente, toutes les autorités qui doivent s'en occuper. Il a pris son bâton de pèlerin. C'est lui qui a d'ailleurs convaincu les autorités jusqu'à ce qu'ils sont venus la nuit hier. Donc, partant de là, nous, on était là-bas hier, nuit. On a dit maintenant l'équipe de déminage qui est venue la nuit. Bon, ils ont fait leur boulot. Et puisque je suis profane dedans, nous sommes restés à l'écart. Ils ont pris un certain périmètre bouclé. Bon, tout le monde était d'ailleurs dans la cour jusqu'à ce que nous avons entendu une détonation. Bon, c'est pas leur boulot, mais je connais une pas. Détonation. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu à l'intérieur de la voiture?
À peine qu'ils ont fini, ils sont partis, ils ne nous ont pas fait le compte rendu. Et paraît-il qu'il y a une autre équipe qui devait venir remorquer le véhicule. Et ils sont venus la nuit, peine perdue, ils n'ont pas envoyé. Ils cherchaient quelqu'un qui pouvait être à l'intérieur de la dite voiture pour qu'il puisse remorquer. Parce que ce n'était pas un remorqueur qui était venu, c'était... Avez-vous pu observer ce qu'ils ont trouvé dans le véhicule? Parce que là, à travers la caméra, on aperçoit une sorte de ceinture d'agents militaires, mais aussi un sac militaire. Et est-ce que vous avez pu observer effectivement, parce qu'on parle d'armes, avez-vous pu voir ces armes? Évidemment, madame, moi, personnellement, ce qui m'a motivé d'informer l'autorité supérieure, parce que la voiture a des vitres fumées. Donc, en restant tout à côté, sur le siège d'avant, le côté qu'on appelle le côté escroc, il y avait là un sac militaire vide qui était aussi, bon, je ne sais pas, quasiment, bon, en le voyant, un sac couleur militaire qui était là-bas. Donc, bon, ça ne m'a pas rassuré de l'état de la voiture, ce qui m'a motivé d'ailleurs d'informer. J'ai dit, après le travail, on ne nous a pas fait le compte rendu. Ils sont tout de suite partis, on n'osait pas de se rapprocher de la voiture parce qu'ils ont laissé sur le terrain 2 militaires qui devaient garder la voiture jusqu'à ce qu'on venait la remorquer. Bon, ils ont fait leur travail, leur boulot, ils sont partis parce que nous, on était à l'écart, tout le monde était tenu loin du lieu parce que c'était pour une raison de sécurité. Donc, j'insiste, vous n'avez pas pu voir les armes parce que vous étiez à l'écart. Oui, effectivement, c'était la nuit, on ne pouvait pas être là-bas. Comme nous sommes des civils, bon, c'est un travail purement militaire. On nous a demandé d'être à l'écart. On devait rester à l'écart pour une question de sécurité. Comment avez-vous su qu'il y avait des armes parce que vous ne les avez pas vues? Non, nous, je n'étais pas parlé d'armes. Je te dis que quand tu t'approches du véhicule, sur le siège d'avant, du côté droit, qu'on appelle le côté escroc, sur le siège, vous verrez carrément comme ça, à la découverte, il y avait un sac de couleur militaire. Donc, c'est ce qui n'était pas rassurant, je dis bien. Donc, moi, j'étais inquiété. Et bon, je suis là, j'ai des enfants, je suis marié, j'ai mes enfants qui traînent, les enfants ils jouent là-bas. Moi, personnellement, je suis avec la jeunesse, donc on ne peut pas laisser, vu la sécurité du coin, on a composé une équipe pour la sécurité de notre coin. On ne peut pas laisser cette voiture traîner là-bas. On a tout de suite informé l'autorité supérieure à travers M. Condé de la DPJ. Younoussa Bangoura, merci beaucoup en tout cas, mon cher Younoussa, d'être intervenu ce matin sur Radio Espace. Abdoulaye Bangoura, voilà, c'est bien ça. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV. Mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous tous qui nous rejoignez. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer un peu plus tard vos messages dans cette émission. Mon cher Jacques, on a écouté ces citoyens du côté de Yimbaya. Évidemment, on parle de cette actualité. Oui, c'était important de l'entendre puisque lui, il est du coin et il dit avoir œuvré pour qu'on vienne finalement ouvrir cette voiture. Je pense que véhicule suspect, oui. Maintenant, armes, nous n'avons pas encore d'éléments. Il serait important qu'à travers lui, qu'on puisse le savoir s'il y avait des armes effectivement à l'intérieur. Et ce qu'il faut peut-être éviter aussi, c'est d'aller juste tout de suite à des conclusions qui vont avoir des ramifications avec certaines personnes, parce que nous sommes à un moment assez trouble où on est en train d'indexer X ou Y, d'avoir préparé quelque chose pour ou contre le pays. Je pense que ce sont des éléments à vérifier sérieusement avant, n'est-ce pas, d'arriver à certaines conclusions, puisque c'est des informations qui portent généralement sur les services de sécurité. Il n'y a pas assez de communication autour de cela, mais c'est important de temps en temps, puisque souvent, quand il y a une saisie d'armes, ça se filme. Du côté du ministère de la Sécurité, on a une équipe de reportage qui filme tout ceci et qui présente.
c'est important qu'il y ait de la communication autour pour qu'on sache vraiment ce qu'il y avait là à l'intérieur et pour que la population, le voisinage soit éclairé sur ce qui s'est passé. Après, c'est une voiture quand même identifiée. Ouais. Et elle a une plaque et elle a certainement un propriétaire. Et moi, je me dis que les informations doivent être précises. Mais après, ceux qui sont allés, les agents de sécurité qui sont allés sur place et qui ont mené le travail d'enquête doivent pouvoir communiquer, parce que le citoyen lambda est incapable de nous dire qu'il y avait effectivement des armes dedans, et tenues militaires dans un sac militaire, dans un véhicule. Ça peut être le véhicule d'un militaire garé dans un garage. Ce qu'il faut dire, c'est que la responsabilité venait à ceux qui sont venus, ceux qui ont été alertés, de soit donner l'information sur place aux gens en disant écoutez, plus de peur que de mal, c'est juste un véhicule qu'on a retrouvé avec un sac militaire, mais en réalité il y a fausse alerte, il n'y avait pas d'armes. La spéculation, c'est comme ça que la spéculation naît du silence des autorités. Je pense qu'il était de leur responsabilité d'informer les populations sur place en leur disant que oui, c'est vrai que c'est un véhicule qui était garé, stationné là très longtemps, vous n'avez pas à avoir peur, on a trouvé juste un sac militaire là-dedans, on va identifier le propriétaire du véhicule et il va nous dire pourquoi ce véhicule était stationné là, mais il n'y avait pas d'armes ou il y avait des armes dedans. Mais si vous restez silencieux, vous menez un travail d'enquête, vous cassez les vitres, vous regardez et puis vous repartez alors que les citoyens sont à bâbord, loin du véhicule, en vous observant sans savoir effectivement ce qui s'est passé, évidemment ça maintient la psychose et ça maintient la désinformation. C'est bien dit, mon cher Roby. Allez-y, madame. Jusqu'à preuve du contraire, Lamine, comme je le disais au départ, on peut se poser 1001 questions par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Juste des choses qui ont trait à des uniformes, notamment la ceinture, le sac. Et bien entendu, ce citoyen qui est un citoyen lambda et n'a pas pu savoir réellement ce qui était dans le véhicule, comme Roby l'a dit. Donc, en pareille circonstance, je pense que nous traversons des périodes troubles. Il faut faire très attention pour la sécurité des populations, de toutes les façons. Je pense qu'il faut faire très attention et des situations comme ça aurait été bien que ne serait-ce que les responsables locaux puissent être informés de ce qu'il y avait effectivement dans ce véhicule. Et je pense que vu que le véhicule est là, immatriculé et tout, on pourrait pousser les enquêtes et savoir ce qu'il y avait derrière, justement. Ouais. Allez-y, mon cher Moïse. Il faut généraliser un tout petit peu le travail de terrain qui est fait de façon à ce que nos services de renseignement, au-delà de traquer nos petits opposants, puissent traquer beaucoup plus tout ce qui porte atteinte à la sécurité des citoyens. Ce cas-là est un cas illustratif de ce qui peut être une source d'insécurité qui peut porter atteinte à la vie, à l'intégrité des citoyens. Parce qu'un véhicule en son sein qui a quand même des objets militaires, c'est un véhicule tout de suite suspect, d'autant plus qu'on n'a pas trouvé le propriétaire après des recherches. Si le propriétaire n'est pas retrouvé et qu'on trouve ce genre d'équipement militaire à l'intérieur, c'est déjà très très suspect. Il appartient donc à nos services d'être plus vigilants sur ce qui peut se passer avec ces nombreux véhicules qui sont abandonnés ça et là. Comme on le fait à l'aéroport, lorsque vous abandonnez votre affaire, on appelle tout de suite, on demande si c'est pas fait, on le détruit. Il faudrait, avec la psychose qu'il y a dans la cité aujourd'hui, faire la même chose, et ce travail de fourmi peut être bien mené en complicité avec le gouverneur, les maires et les chefs des quartiers. Et surtout, c'est très important. Allez-y. Je pense qu'il faut aussi réguler la question des fabrications des plaques de véhicules, parce qu'on revient toujours avec ces histoires de véhicules banalisés garés dans les garages. Ça devient un problème récurrent et généralement les chefs de garage, et d'ailleurs c'est une alerte aux propriétaires des garages désormais, faites attention. Si vous avez vu un véhicule garé dans vos garages et que vous savez que c'est pas un client habituel qui l'a amené là, ou que le véhicule, vous êtes revenu le matin et vous avez trouvé votre parc rempli de véhicules, un des plus que vous ne savez pas, dont vous ne savez pas la provenance, essayez de regarder dedans. Et c'est devenu une habitude qu'on vient de garer les véhicules dans les garages et qu'on laisse, on s'en va. Je pense que ça devient un problème. Et la fabrication des plaques au niveau du CADAC se fait vraiment de manière très anarchique. Justement. Il faut le réguler, il faut que ce soit régulé, il faut que l'État prenne des mesures, parce que vous avez des véhicules qui ont des plaques mais qui n'ont pas de carte grise. Parce que vous pouvez aller aujourd'hui. C'est vrai. Comment contrôler d'ailleurs? Je veux dire, est-ce que c'est centralisé tout ça? C'est-à-dire que vous arrêtez un véhicule, vous appelez la police pour savoir la normalité, en principe, la normalité voudrait que lorsque vous avez acheté un véhicule, que vous apportiez tout le document qui est scié à l'achat du véhicule au CADAC, et on vous enregistre, on met le véhicule au nom de la personne qui l'a amené, et c'est suite à un document final que vous avez le droit de fabriquer une plaque. Malheureusement,
les fabricants de plaques sont devenus nombreux, c'est devenu un marché prolifique. Quand vous allez au Qatar, vous les trouvez à ciel ouvert, ils sont tous dehors d'ailleurs, ils ont tous le matériel. Ça veut dire que vous pouvez aller là-bas, fabriquer une plaque sans passer par les services légaux et coller à votre véhicule. Et les policiers aussi, tant que vous avez la plaque dans la circulation et que d'ailleurs si c'est une grosse cylindrée, ils n'osent jamais vous arrêter. Au contraire, vous avez le privilège. Vous savez, si vous avez une grosse cylindrée, vous venez dans des carrefours, dans des ronds-points, vous avez les policiers qui vous font le garde à bout. Ok, vous baissez les vitres. Si vous avez un peu de pitié, vous pouvez 5 000, 10 000 et vous fait patron passer. Et puis ou soit parfois même s'il y a des embouteillages, vous voyez avec beaucoup de dextérité et d'énergie, il vous ouvre la route. Vous passez. Donc je me dis aujourd'hui il faut vous faire rire, mais je sais que vous avez eu le privilège là, vous personnellement, Lamine. Vous n'allez pas le nier. Allez. On revient à 10h. Événement Espace TV. Dimanche 15 novembre à 21h05. Qui a peur de Huawei? La rivalité entre la Chine et les puissances occidentales se focalise désormais sur le sort d'un grand groupe chinois, Huawei, symbole à la fois de réussite insolente de l'économie post-maoïste et de l'ambition de Pékin dans le monde. Comment ce colosse présent dans 170 pays est-il devenu la bête noire du monde occidental? C'est à découvrir dans Qui a peur de Huawei, ce dimanche 15 novembre à 21h05 sur Espace TV. Espace TV, la télé dans l'air du temps.